Aujourd'hui, nous allons parler de la série Shogun et autant dire que ma chaîne YouTube existe pour ce genre de série. Salut à tous, c'est Vin sur Plotime et aujourd'hui nous allons parler d'une série américano-japonaise créée par Rachel Kondo et Justin Marks. Je parle bien sûr de la mini-série Shogun et non pas Shogun, parce que la dernière fois j'avais dit Shogun, un peu comme un flingue, non. Shogun. La série est visible en France sur Disney+, mais attention, ce n'est pas une production Disney. Voilà, c'est Disney aujourd'hui est totalement incapable de produire ce genre de choses, ce genre de qualité, parce que oui, je ne vais pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, nous allons parler de qualité. On va parler de grands crus télévisuels, ce qui m'a presque remonté dans le passé avec cette période incroyable où on avait de grosses séries comme Breaking Bad, ou même Game of Thrones, Vikings, Dexter et bien d'autres. Shogun a été diffusé depuis le 27 février 2024 jusqu'au 23 avril, le jour où sort cette vidéo normalement si tout se passe bien, et ce sur la chaîne FX. Rediffusé sur la plateforme de streaming Hulu, qui passe en France sur Disney+, mais c'est tout. Voilà, ce n'est pas une production Disney. Et c'est adapté du roman du même nom de James Clavell, que je n'ai hélas pas lu et c'est vraiment dommage car ça m'a presque handicapé pour l'écriture de cette vidéo. Et ce n'est pas tout car il s'agit en fait d'un remake puisque le livre a déjà été adapté en 1980 dans une série que je n'ai pas vue non plus. Et ça aussi c'est dommage car ça aurait, je pense, apporté quelque chose en plus dans mon analyse. De plus, du peu que j'ai vu, le casting a l'air excellent. Avant de se lancer dans la série, n'oubliez pas que mon Patreon est toujours disponible en lien dans la description et en commentaire épinglé où vous pouvez écouter mes podcasts audio, dont le dernier est un double épisode sur Star Wars et la poubelle à quota. Autrement, eh bien écoutez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça ne coûte rien. Bref, lançons-nous maintenant dans le Japon féodal. Nous sommes en 1600 au Japon, à l'aube d'une guerre civile qui changera la face du pays. Le commandant anglais John Blackthorn se retrouve complètement piégé sur cette terre qui lui est totalement inconnue. Considéré comme un barbare, il pourrait au contraire être utile politiquement pour régler un conflit au sein des régents japonais. C'est le seigneur Toranaga qui essaiera de le prendre sous son aile. Magnifiquement interprété par Hiroyuki Sanada, tous les regards sont pointés sur lui depuis le conseil des régents qui souhaitent se débarrasser de ce dernier. Et c'est grâce à leur traductrice Toda Mariko qu'une alliance secrète va naître, alors que les tremblements de terre symbolisent presque la guerre qui se rapproche lentement mais sûrement. Shogun, c'est 10 épisodes d'1 heure d'échanges, de dialogues, de complots, avec peu d'action, et également une touche d'aventure parce que cette série m'a vraiment fait voyager. Avec ça, les scènes d'action sont très simples mais vraiment impactantes. Mais ce que je retiens le plus de cette série, c'est vraiment l'écriture qui provient sûrement d'un auteur de talent. Les dialogues de cette série étaient à la maîtrise du crayon, ce que les samouraïs étaient à la maîtrise du sabre. En bref, je n'ai pas regardé la série, je l'ai dégustée, je l'ai sirotée. Et on a vraiment des scènes poétiques rien que par les dialogues. Ça glisse tout seul. Shogun est également une énorme prise de risque pour nous proposer une mini-série en bilingue, donc anglo-japonais. Un risque qui pouvait être pris du fait que la mini-série a été planifiée sans suite, puisqu'apparemment le bouquin entier a été adapté sur 10 épisodes. On peut donc se permettre ce genre de résultat beaucoup plus crédible, bien plus que par exemple la série Vikings, qui elle n'avait pas osé. Et pourtant Vikings avait de gros problèmes de cohérence par rapport au dialogue, du fait que certains personnages parlaient la même langue alors qu'ils étaient issus d'un autre peuple. Ça n'avait absolument aucun sens. Shogun, c'est également une ambiance sonore forte et pesante, qui manque peut-être de quelques thèmes marquants. Là c'est vraiment basé sur de la nappe sonore, très classique, et c'est dommage. Pareil pour l'image qui m'a paru bien trop sombre, même si j'apprécie le fait d'avoir créé une luminosité 100% naturelle, afin de renforcer l'immersion. On a vu, me semble-t-il, les mêmes problèmes avec la série House of the Dragon, qui, sur certaines scènes, paraissait vraiment trop sombre. Les décors vont également utiliser une grande partie des extérieurs naturels, et l'immersion n'en est que renforcée. De mon expérience, chaque épisode devenait meilleur que le précédent, tellement qu'on s'attache de plus en plus aux personnages. La pression commence vraiment à monter comme une cocotte minute jusqu'à la fin de l'épisode 4, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris à quel point la série
était dantesque. L'histoire nous est racontée à travers le personnage de Blackthorn qui se pose toujours les bonnes questions pour combler le spectateur sur la compréhension de l'univers, et les deux héros masculins, donc Blackthorn et Toranaga, vont même jusqu'à nous en apprendre sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils mettent leur bagage politique de côté pour progresser ensemble. J'ai vu beaucoup de gens sur internet dire que ça ressemble à du Game of Thrones, notamment avec l'histoire de pouvoir jusqu'à la majorité de l'héritier, même s'il faut rappeler que la série est adaptée d'un bouquin très ancien. Donc, ne serait-ce pas plutôt Game of Thrones qui s'est inspiré de Shogun? Dans le premier épisode, on assiste à une scène de torture horrifiante d'exécution par ébouillantage. Cette scène va servir d'épée de Damoclès sur la tête du spectateur, pour comprendre à quel point l'univers est punitif et sans merci. Tu comprends d'entrée que dans ce monde, tu n'as purement et simplement pas le droit à l'erreur. Et c'est justement ce sentiment d'hostilité qui va créer cette atmosphère pesante. Même si le côté propre et ordonné des Japonais paraît mignon aujourd'hui, il faut se rappeler qu'il est surtout révélateur d'un passé extrêmement dur, où le rituel était au cœur d'un citoyen pour espérer survivre face à l'envahisseur. Le dialogue entre Blackthorn et Mariko dans l'épisode 4 nous fait d'ailleurs comprendre que les personnages sont prisonniers de leur propre civilisation. L'utilisation de la météo sera utilisée pour donner un effet de désorientement aux yeux du héros, joué par le très bon Cosmo Jarvis, qui porte d'ailleurs des lentilles sur les yeux, et non seulement ça se voit, mais je trouve que ça casse un petit peu l'immersion parce que vous savez, normalement, l'iris se dilate lorsqu'on se retrouve dans une pièce sombre, et dans cette série, il fait très souvent sombre et ses pupilles ne bougent jamais. J'imagine qu'ils ont collé ces lentilles pour faire en sorte qu'il ressemble au personnage décrit dans le livre, donc un personnage avec des yeux bleus, mais ça ne marche pas très bien. Mais je pense que c'est vraiment la seule chose qui ne marche pas très bien, parce qu'en termes d'immersion, la reproduction historique a mobilisé énormément d'artistes, que ce soit pour les décors ou même les costumes. Shogun va développer tout un lore qui tourne autour de la domination. Par exemple, on a des plans magnifiques qui vont illustrer de façon esthétique comment fonctionne la domination dans cet univers punitif. その方は我が殿に忠義を尽くす者とばかり思い込んでおったゆえ。Sur ce plan, on a une véritable ligne de force qui se pointe tout droit en direction du dominé dans cette situation, et c'est pour ce genre de choses que je regarde des films et des séries. C'est un vrai travail d'artiste. En revanche, ce qui m'a gêné sur l'image, c'est qu'il y a un soft focus rajouté en post-prod qui me fatigue un petit peu l'œil. C'est un truc à la mode depuis plusieurs années, mais j'aimerais vraiment que cette mode s'arrête, car ça rend l'image, mais vraiment beaucoup trop floue à mon goût. Bref, pour en revenir sur le sujet, on a une série qui fonctionne par domination dans les hiérarchies. C'est-à-dire que du début à la fin, on enchaîne des scènes où les dominés deviennent les dominants dans la scène suivante, et ce avec forcément les moins expérimentés. Et lors du démarrage de l'histoire, le plus bas dans la hiérarchie paraîtra terrifiant alors qu'il n'est en réalité personne face à ses maîtres. Mais la fatigue de la guerre se fait sentir parmi les expérimentés. Et ça, Toranaga nous le fait bien comprendre. Et on va en faire de même avec les personnages misogynes. Parce que oui, dans cette série, on a ce qui semble être des personnages misogynes bien construits, car on nous montre le contexte qui les a rendus comme tels. Là où des séries très appréciées comme Blue Eye Samurai me paraissent bien trop caricatural. Et je sais que ça ne regarde que moi. Shogun, c'est également une série qui va communiquer avec son spectateur. Il y a des façons astucieuses d'intégrer des informations pour comprendre le contexte, sans nous expliquer tout bêtement à l'écran. Blackthorn est le personnage qui représente en quelque sorte le public cible, qui sera d'ailleurs le seul à être traduit dans plusieurs langues à l'international, au-delà de l'anglais puisque le personnage, lui, est anglophone. Et ce héros est d'ailleurs éberlué par la cruauté de ce monde qui ne fonctionne absolument pas comme chez lui. What the hell is wrong with you? Mais malgré ça, il va devoir apprendre à épouser ses coutumes pour être intégré, être accepté, et également survivre. Parce que oui, dans cet univers, on comprend très rapidement que le pouvoir va au-delà des sentiments. La seule chose que je reproche dans tout ça, c'est qu'il y ait des petits moments, et j'insiste avec ça, des petits moments, c'était pas grave. Il y a des petits moments qui m'ont un peu sorti de la série. Le premier moment qui m'a paru vraiment très gros, c'est le héros qui se roule par terre pour empêcher les Japonais d'inspecter des voitures. Alors, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Ce qui devrait au contraire rendre la chose beaucoup plus suspecte. Et quelques minutes plus tard, dans le même épisode, on a une scène d'embuscade où on voit Mariko en pyjama poutrer du samouraï. Et je vous jure que quand j'ai vu ça, j'ai bugué, j'ai fait « Hein ? Comment ça ? Enfin, elle se bat ? C'est si bizarre. Et ça n'est jamais remis sur la table plus tard. Je veux dire, le héros ne lui pose pas de questions par rapport à ça. Alors certes, plus loin dans la série, on apprend que c'est justifié puisqu'elle a appris à se battre,
Mais après, comment dire, se battre au corps à corps avec une arme, c'est une vocation de vie. Ce n'est pas un passe-temps. Il y a une scène vers la fin qui pour beaucoup est devenue culte et qui pour moi m'a paru un peu too much. C'est celle où Mariko va se confronter à des gardes avec une lance et cette scène, enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens en fait. Pour être honnête, ça m'a paru forcé et j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour, en quelque sorte, faire plaisir à l'agenda, aux investisseurs, pour briller sur les trailers, sur la toile, sur internet, parce que les gens se laissent séduire très facilement. Moi, ça me rappelle l'époque où le dernier Harry Potter était en train de sortir, on avait la bande-annonce, on voyait Harry Potter face à Voldemort qui sautait dans le vide. Et cette scène, dans le contexte du film, n'a pas beaucoup de sens. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont fait juste pour faire joli dans les trailers. Pareil, dans Jurassic World 2, on a une scène où une petite fille se cache dans un lit pour fuir un dinosaure. Et dans le contexte du film, ça n'a aucun sens. Et on dirait qu'ils ont fait ça juste pour cocher une case de l'agenda qui exigeait qu'on voit ça dans le trailer. Et donc ça m'a fait le même effet lorsqu'on voit Mariko avec une lance, une arme, enfin je sais pas. J'ai l'impression que les producteurs voulaient absolument une femme avec une lance, une arme. On voit Fuji avec une arme à feu. Bon, la scène pour le coup est très classe et beaucoup plus crédible. Mais toutes les scènes avec Mariko qui se bat physiquement m'ont paru tirées par les cheveux. Mais fort heureusement, ça ne représente que, allez, 4% de la série, donc c'est vraiment que dalle. Mais c'est juste pour dire qu'on n'avait pas besoin de ça. Enfin, je sais qu'aujourd'hui on a besoin de voir des femmes avec des armes pour, j'imagine, pour cocher une case féministe. Mais pour moi, le féminisme, c'est pas ça. Le féminisme, c'est tout le reste. Les personnages féminins sont le joyau de cette série. Ces femmes sont d'une beauté et d'une puissance rien qu'à leur stature. J'ai eu beaucoup plus de frissons lorsque Mariko se rebelle face au régent, donc verbalement, plutôt que de voir Mariko avec une arme. D'ailleurs, parmi les personnages féminins, on y découvre Dame Oshiba, qui a une façon de parler, mais très irritante, et je sais que c'est fait exprès, mais waouh, ça marche bien. C'est-à-dire qu'elle va sortir des phrases politiques extrêmement dures, extrêmement insistantes, mais avec un ton très doux et jovial, et c'est vraiment... ça fait des frissons. Bref, écriture, acteur, réal, composition d'images, d'une perfection. C'est une série qui se déguste jusqu'à sa fin, et l'attention, nous allons parler de l'épisode final en détail, donc forcément, ça va spoiler un peu plus. Mariko meurt de ses blessures. Ce qui va indirectement, je dis bien indirectement, rapprocher Jon de Dieu. Et parce qu'en fait, on le voit dès le début vieux en flash forward avec un chapelet dans les mains. Et après ça, les régents signent pour la guerre. Guerre! Mais un tremblement de terre arrive comme un signe du destin qui relève presque de l'avertissement. Pendant ce temps, Yabushige a l'air d'avoir perdu un peu la tête depuis l'explosion, et suite à sa trahison, il est condamné au seppuku. Toranaga, lui, a monté l'autorité pour mettre la main sur ceux qui ont aidé les chrétiens, et Fuji, elle s'en va pour se faire nonne. Tonomoto Akinao révèle sa véritable identité de samouraï, et après ça, Jon propose de donner sa vie pour protéger le village. Mais le flash-forward de celui-ci insiste pour nous montrer que le destin qui lui est réservé est tout autre, car en effet, Toranaga va plutôt l'appeler à lui bâtir une flotte. Et c'est après tous ces événements, avec la discussion entre Toranaga et Yabushige, qu'on comprend qu'envoyer une femme à Osaka faisait partie du plan du seigneur. Une stratégie qui avait pour but de mettre fin au ciel pourpre sans effusion de sang. Ainsi, le titre de shogun peut potentiellement lui revenir avec la paix face à un ciel, cette fois-ci de couleur normale. Alors beaucoup seront déçus de ce final, car certains, tout comme moi, devaient s'attendre à une grosse bataille de fin, qui pète, qui tâche, l'affrontement entre plusieurs armées qu'on nous tease malgré tout depuis l'épisode 5, voire même le 4e. Mais je vous avoue que j'ai commencé à renoncer à cette idée depuis la fin de l'épisode 9, au vu de l'enchaînement des événements qui étaient montrés à l'écran. Finalement, la série Shogun se termine comme elle a commencé, dans des échanges de dialogue et des règlements de compte à l'amiable. Nous voyons les anciens ennemis qui deviennent des amis, avec également une touche de mystère où Toranaga refuse de confier son secret à Yabushige avant de l'achever. Ça confirme donc ce que je pensais de cette série depuis le départ, ce n'est pas pour tout le monde. Ça vise un public cible, et le fait qu'on parle d'une mini-série fait que les showrunners ont pu se permettre un tel risque. Aujourd'hui, c'est très compliqué de vendre une série grand public de ce calibre s'il n'y a pas de scène d'action derrière, un petit peu comme, voilà, Game of Thrones. Forcément, il y a des scènes d'action. Pour ma part, je vous le dis, j'ai trouvé l'équivalent des premières saisons de Vikings dans une version japonaise. C'est une série qui se mérite, il faut juste s'armer de patience pour voir enfin arriver
ce genre de qualité. Et quand je parle de ce genre de qualité, j'entends bien une série pas contaminée par un agenda politique. Il n'y a que comme ça qu'il faut voir et être simplement patient, tout en regardant un petit peu à droite à gauche ce qu'on propose en dehors des gros blockbusters. Je vais insister avec ça, mais pour moi cette série c'est vraiment ce qu'aurait dû être l'animation Blue Eye Samurai, c'est-à-dire quelque chose de moins caricatural, avec moins de sang et de sexe inutile, parce que oui, les scènes de sexe étaient complètement inutiles dans Blue Eye Samurai, même si j'entends bien que ce n'est absolument pas comparable, puisque Blue Eye Samurai est plus quelque chose qui a été pensé pour le fun, pour le défouloir. Mais tout ça pour dire que malgré le fait que l'univers de Shogun soit moins violent physiquement, eh bien il m'a paru malgré tout beaucoup plus tangible et dangereux. De ce que j'ai vu, le roman s'arrête ici dans la série. Mais apparemment, une saison 2 n'est pas inenvisageable selon les showrunners. Les créateurs ont vraiment la volonté de prendre leur temps. Hélas, continuer une série sans le support d'origine, qui était le livre, peut rapidement devenir décevant, et l'expérience nous l'a déjà montré avec la série Game of Thrones. Après, peut-être qu'ils pourront se raccrocher aux branches de l'histoire, mais c'est très compliqué. Bref, le temps nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, j'y porterai évidemment attention. Avant de se quitter, n'oubliez pas que mon Patreon est toujours disponible en lien dans la description ou encore en commentaire épinglé, et ce pour écouter mes podcasts audio pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement. Autrement, le lien Linktree est également disponible pour me suivre sur les réseaux. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.